professionnels de la montagne inquiets à quelques heures de la décision du gouvernement sur la réouverture ou non des remontées mécaniques. Plus d'un millier de vélos, dont 125 électriques, dérobés à Grenoble et ses alentours en 2020. Si 40% sont retrouvés, seuls 2% sont restitués à leurs propriétaires. La solution, c'est peut-être le marquage. Et puis l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Grenoble entre bilan, perspective, dont le procès de Nordal-Lelandais, et le projet d'une Cour d'appel de l'environnement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 19 janvier 2021. Toutes les heures à partir de 18h, un quart d'heure pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Les stations de ski suspendues aux nouvelles annonces du gouvernement sur la réouverture des remontées mécaniques. Elles pourraient intervenir, ces annonces, jeudi, après le Conseil de défense, mercredi. Selon les informations du journal Le Monde, les remontées mécaniques devraient rester à l'arrêt pour les vacances de février. Dans tous les cas, l'accueil des vacanciers sera assuré, mais l'avenir des saisonniers n'est pas au beau fixe. Laurie Baillet. La Sarenne, le tunnel, toutes les pistes du domaine skiable de l'Alpe d'Huez sont entretenues tous les jours depuis début décembre pour une ouverture potentielle des remontées mécaniques d'ici à quelques jours. Les vacances de février arrivent à grands pas, mais la station craint le pire, une fermeture définitive. Si on nous annonce une fermeture complète des remontées toujours pendant les vacances de février, on n'entretiendra plus le domaine parce qu'on va faire une croix sur la saison, comme beaucoup d'ailleurs. D'autres stations l'ont fait depuis bien longtemps. L'intérêt, c'est d'arriver à occuper les vacanciers et les propriétaires qui seront là quand même pendant le mois de février. Essayer de dynamiser l'accueil de ces personnes et puis aussi de faire fonctionner quelques commerçants. Certains sont en difficulté depuis bien longtemps parce que contrairement à ce qu'on nous dit, les aides ne sont pas au rendez-vous à l'heure d'aujourd'hui. Luge, raquettes, randonnée, golf, pétanque en extérieur. Tout le milieu associatif est sur le pont pour proposer des activités. Mais une chose est sûre, faire l'impasse sur les vacances d'hiver est inimaginable. Manifestement, c'est l'ensemble des salariés de l'entreprise SATA qui ne travaillent pas. C'est potentiellement les saisonniers qu'on n'embauche pas au niveau de la commune des Deux Alpes. Et d'ailleurs, dans tous les magasins, les restaurants, toutes les activités commerciales liées à la station. On sait qu'une saison de ski, c'est largement dans les 250 millions d'euros, autant sur l'Alpe d'Huez d'ailleurs. Et clairement, on est sur le schéma d'une saison blanche jusqu'à aujourd'hui avec aucun profit qui n'a été réalisé. Ce profit, il ne faut pas rêver, il faut bien imaginer que ça permet de faire vivre des familles avec des effets jusqu'en bas de vallée. Plus de 300 personnes travaillent actuellement sur les domaines de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes et 600 sont en attente d'embauche depuis le début de la saison. Les vacances de février doivent débuter pour la zone A, celle de Grenoble, notamment le 6 février. Elles se poursuivront jusqu'au 8 mars pour la zone B. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse des cimes. En l'absence de remontée mécanique, certains ont trouvé la parade. La randonnée qui bénéficie aussi d'un certain engouement vers plus de nature. Grâce aux conditions d'enneigement exceptionnelles, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être mis ou remis au pot de phoque ou aux raquettes. Il faut ajouter à cela que les stations ne sécurisent plus toujours leur domaine. Patrick Poirot, bonsoir. Bonsoir. Vous commandez le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de l'Isère. Vous dirigez une équipe de combien de personnes ? Alors, je dirige une équipe composée de 26 personnels, parmi lesquels, et puis cette circonstance, parmi lesquels donc 3 spécialistes de la recherche en avalanche avec leurs chiens. Ce nouvel Eldorado de la randonnée, est-ce qu'il a eu des répercussions sur votre activité hivernale habituelle ? Alors, on était plutôt craintif, effectivement, par rapport aux perspectives et notamment par rapport au fait qu'on savait qu'il allait y avoir une population un petit peu nouvelle, débutante dans le domaine du ski de randonnée, de la raquette, de l'approche de la montagne. Et puis, les premiers chiffres de ce début de saison nous montrent que finalement, on n'a pas une activité secours, donc une accidentologie qui a explosé. On est sur une accidentologie, au final, qui est à peu près similaire aux années précédentes, si ce n'est qu'elle ne concerne que ou essentiellement les pratiques du ski de la randonnée, de la raquette ou de la randonnée pédestre. Et, il faut le dire, de la luge,
malheureusement. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler les précautions indispensables vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de soi-même lorsqu'on fait de la luge. On se met sur des terrains, soit qui sont sécurisés, ou en tout cas pas sur des terrains sur lesquels il y a des obstacles. C'est vraiment dommage de voir des accidents tels que ceux qu'on peut constater, d'enfants, d'adultes qui vont percuter des barrières, des pylônes, des obstacles, ou qui tombent en contrebas des routes, juste pour avoir mal calculé tout simplement l'endroit sur lequel on fait de la luge. C'est des moments de plaisir qui doivent absolument pas, qui n'ont aucune raison de se terminer en drame. Et on n'hésite pas à mettre un casque à ses enfants. Tout à fait. Voire même aux même aux adultes. Oui, je pense que les réflexes du ski, il faut les transposer aux autres pratiques. Donc les secours ont un petit peu changé. En tout cas, vous avez plus de sports qui sont un peu plus loisirs que pratiques très sportives. Alors c'est vrai que pour le coup, on a quasiment une intervention quasi nulle au profit des domaines skiables, donc puisqu'il n'y a pas de pratiquants du ski de piste. Il y a un certain nombre d'accidents qui se produisent vis-à-vis des pratiquants, enfin avec les pratiquants de la randonnée à ski et de la randonnée pédestre. Pédestre, raquette, c'est un petit peu de pratiques qu'on assimile. Voilà. Mais une fois encore, cette accidentologie, en tout cas pour l'instant, on ne la met pas en lien avec cette population nouvelle. La plupart des accidents qu'on a traités, l'accidentologie qu'on traite, elle concerne des pratiquants plutôt expérimentés. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément de lien entre les choses. Est-ce que c'est peut-être parce que les pratiquants expérimentés vont sur des terrains un petit peu plus accidentés et les pratiquants qui débutent, ils peuvent aller sur les pistes de ski, ils restent un petit peu en bas? Sans aucun doute. Et là, vraiment, il faut saluer les initiatives des stations, des collectivités qui ont créé, pour la circonstance, compte tenu de la situation, qui ont créé des itinéraires dédiés pour permettre à ces nouveaux pratiquants de débuter en toute sécurité sur des pistes damées, parfaitement sécurisées. Et vous avez raison de le préciser, l'accidentologie qu'on constate, c'est une accidentologie qui se déroule essentiellement en domaine montagne, là où il n'y a aucune sécurité et où donc il faut connaître tous les fondamentaux de la sécurité. Alors est-ce que les nouveaux pratiquants, et puis visiblement même les anciens, est-ce qu'ils ont toujours bien conscience des règles et des risques, des comportements à adopter? Alors toujours non. Force est de constater, je le disais, que même les gens expérimentés en attestent. J'ai en tête cet accident tout récent d'avalanche qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours, qui a concerné un groupe de 3 personnes parfaitement expérimentées, qui s'est juste fait piéger par une situation qu'elle avait pourtant anticipée, mais qui s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont été victimes d'une avalanche, de laquelle ils sont sortis presque indemnes tous les 3, grâce à l'équipement qu'ils avaient. Ils avaient des sacs airbag? Alors, ils avaient effectivement des sacs gonflables, donc c'est probablement ce qui leur a permis, en tout cas sur la première avalanche, puisqu'en réalité ils ont été victimes de 2 avalanches consécutives. Effectivement, les sacs airbag leur ont permis une première fois de rester un petit peu en surface de l'avalanche. Une deuxième avalanche est venue les recouvrir. Et pour le coup, c'est à la fois les sacs airbag dégonflés, mais aussi le détecteur de victimes en avalanche, mais aussi le casque, parce que dans cette avalanche, ils ont été bahutés, ils ont été probablement cognés contre des rochers, et c'est aussi le casque qui leur a permis d'avoir la vie sauve. Et ce qui leur a permis aussi d'avoir la vie sauve, en plus des équipements, c'est leur capacité individuelle à réagir face à l'événement d'avalanche. Et c'est pour ça que vous organisez régulièrement des ateliers prévention avalanche, comme ça a pu être le cas il y a quelques jours à Champs-Rousse. Alors, il faut bien savoir se servir de tous ces appareils, le DVA, le triptyque pelle-sonde DVA, être bien habillé, bien connaître le terrain, la météo. Tout ça, ça fait partie du pack pour bien partir en rando. Ça fait partie des apprentissages, effectivement. C'est important de dire que tous ces gens qui aujourd'hui apprennent, parfois encadrés, souvent encadrés, et c'est très bien, parfois seuls, qui apprennent la randonnée sur un domaine parfaitement sécurisé, lorsqu'ils vont transposer leur pratique à la montagne, évidemment, il faudra qu'ils intègrent toute cette dimension liée à l'environnement montagnard. Bien sûr, et puis le stress dans la situation urgente. En cas d'accident, tout à fait. Aussi. Depuis le début de la saison, on a eu d'importantes chutes de neige, du froid pour conserver tout ça, un petit peu de soleil ces derniers jours. Ce week-end aussi, un couple de personnes âgées qui faisait du ski de fond sur une route coupée à la Bérarde a été enseveli par une coulée. Est-ce qu'en ce moment, le risque d'avalanche est élevé? Oui.
il est marqué, il est sur tout l'Isère aujourd'hui, il est de risque 3. Ce week-end, il allait même jusqu'au niveau 4. Donc on est vraiment dans une situation qui est un petit peu particulière, eu égard à l'importance des chutes de neige, vous l'avez dit, qu'il y a eu ces derniers temps. Ces chutes de neige qui parfois ont été accompagnées de vent. Tout cela constitue ce que l'on appelle des couches fragiles. Et la situation nivologique, globalement, sur les massifs, l'ensemble des massifs sont bien enneigés. Et globalement, on est sur une situation qui est une situation qui mérite effectivement beaucoup d'attention. Et avant même de s'équiper, lorsqu'on part en randonnée, il faut être capable de se fixer des objectifs qui sont à la hauteur de ses propres capacités, de ses propres connaissances. Il faut aller dans des endroits qu'on a bien identifiés sur la carte comme étant des endroits qui ne sont pas d'emblée naturellement exposés aux avalanches, dans des pentes, autant que faire se peut dans la situation nivologique actuelle, qui sont inférieures à 30 degrés, parce qu'on sait que les avalanches partent majoritairement de manière spontanée ou de manière déclenchée par les pratiquants, partent majoritairement dans les pentes qui sont supérieures à 30 degrés. Donc ce travail qui est fait en amont de la préparation de l'itinéraire, de la préparation de la sortie, il est au moins aussi important que le matériel. Voilà, et bien prévenir ses proches de son trajet et de son heure de retour. C'est absolument essentiel pour le déclenchement des secours si jamais il y a un accident qui survient et qu'il y a incapacité pour les personnes qui sont prises dans cet accident de prévenir les secours. Merci beaucoup Patrick Poirot. Je rappelle que vous commandez le PGHM de l'Isère. Merci. Grenoble, capitale du vélo, ce n'est pas une légende urbaine. En 2020, la métropole montait sur la première marche du baromètre des villes cyclables, catégorie entre 100 à 200 000 habitants. Un terrain de chasse idéal donc pour les voleurs de cycles. Pour enrayer les nombreux vols, le marquage des vélos est peut-être la solution. Préconisé depuis quelques années, il est devenu pour certains obligatoire. Thomas Humbert. Il y a quelque chose de nouveau sur ce vélo. Ce n'est ni la selle, ni les roues, ni les pédales, mais ce petit autocollant désormais obligatoire pour tous les vélos neufs. Si votre vélo volé fait partie des 40% de deux roues retrouvées tous les ans par la police, ce petit tatouage devrait permettre de vous le restituer. Aujourd'hui, c'est le cas pour seulement 2% d'entre eux. Démarquage, ce magasin à Saint-Martin-d'Hères en fait tous les jours. Une petite opération qui ne prend que quelques minutes. C'est une machine qui permet de graver pour pouvoir identifier les vélos qui vient donc marquer sur le cadre des numéros qui sont affiliés à une liste. Ça permet aux autorités de voir le numéro que le vélo est identifié et en tapant ce numéro de série dans leur fichier, ça permet de retrouver le propriétaire du vélo avec le numéro de téléphone, la facture du vélo en ligne. Mais il existe d'autres types de marquages, comptés entre 19 et 39 € selon les modèles de vélo. C'est-à-dire que sur un cadre en carbone, on va être obligé de faire des gravages sous forme de stickers qui ne pourront pas s'enlever, ou alors des gravages en résine qui vont venir se coller sur le cadre en carbone pour ne pas abîmer ce cadre carbone. L'an dernier, plus d'1 millier de vols de vélos ont été enregistrés à Grenoble, alors de plus en plus de cyclistes font marquer leurs deux roues. On est passé de quelques gravages par an à maintenant on fait entre 200 et 300 gravages par an. Je pense que maintenant avec le nouveau décret, on va passer sur 800 à 1500 gravages par an. Il y a beaucoup de gens qui reviennent avec leur vélo pour les faire graver parce que c'est une option supplémentaire pour la lutte contre le vol. Pour limiter le recel et rassurer les cyclistes, les données d'identification sont également accessibles en ligne à l'usage des particuliers sur le fichier national des cycles identifiés. Les vélos d'enfants jusqu'à 16 pouces ne sont pas concernés par cette mesure. À partir de juillet, les cycles vendus d'occasion devront aussi être marqués. Tous les vols de vélos ne finissent pas devant la justice, loin s'en faut, mais la Cour d'appel de Grenoble a largement de quoi s'occuper. La première présidente Pascale Vernet et le procureur général Jacques Dallest dirigeaient lundi l'audience solennelle de rentrée dans ce contexte à huis clos. L'occasion de faire le bilan de l'année 2020 avec 4 489 affaires enregistrées dans l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes et 4 700 décisions rendues. 1555 personnes sont écrouées dans l'un des 3 départements. Si la délinquance a globalement baissé, on constate une hausse des violences conjugales. Plus réjouissant, il a aussi été question d'un projet de cour d'appel de l'environnement, assez logique dans la première grande ville à avoir élu un maire écolo et qui sera capitale verte européenne en 2022.
Alors nous avons eu ce projet au cours de l'année 2020 de labelliser en quelque sorte la Cour d'appel de Grenoble en tant que Cour d'appel de l'environnement, qui consiste à spécialiser une des juridictions du département de l'Isère comme étant spécialisée dans le domaine de l'environnement. Alors à la fois dans le domaine civil pour juger les litiges qui peuvent survenir entre des particuliers concernant l'environnement, le préjudice écologique notamment, et puis tout ce qui touche également à l'environnement en matière pénale, c'est-à-dire les infractions qui touchent au code de l'environnement, au code rural, au code de la pêche, au code minier, et qui seraient jugées par le tribunal judiciaire de Grenoble, même si les infractions ont été commises sur le ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ou de celui de Vienne. Cette spécialisation, elle est intéressante parce qu'elle permet aux magistrats de se former particulièrement sur la matière. Dans les études de droit, on enseigne peu le droit de l'environnement, donc ils ont besoin d'avoir une spécialisation, une formation particulière dans ce domaine-là. Lors de cette conférence a aussi été évoqué le procès de Nordal-Lelandais dans l'affaire Maëlys, prévu à l'automne. Son coût est estimé à 193 000 €, somme qui comprend entre autres les aménagements techniques pour permettre au public et aux journalistes d'assister au débat. La peste soit de vos deux familles, ça c'est du Shakespeare, mais aussi de l'épidémie de Covid-19 qui a une nouvelle fois raison de Roméo et Juliette. Le dernier spectacle de la Fabrique Opéra, initialement prévu en mars 2020 au Summum à Grenoble. Il avait été reporté une première fois en juin, puis en avril 2021, avant d'être finalement décalé à juin 2021. Les places déjà achetées restent valables à jour égal pour les 11, 12, 13, 15, 18 ou 19 juin. Dans l'éventualité d'une réduction des jauges, c'est donc 2 dates de plus que les représentations initialement prévues. Sur les 4 700 places vendues en mars, seuls 1 millier ont dû être remboursés. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.